Alors, pour ne pas perdre de temps en attendant qu'Eren fasse le switch, je vais un peu lancer voilà, le petit talk méthodologie. Donc pour nous, data scientists, s'attaquer à des données comme ça, c'est tout d'abord essayer d'extraire des features des images. Comme vous le savez tous, les différents patients vont avoir un nombre variable d'images pour les différentes cellules dans les différents repos qu'on nous a donnés. Donc, plusieurs approches sont possibles. Considérer les patients un à un, donc selon la gravité de la maladie, le décès, selon les images qu'on va avoir à disposition. Est-ce qu'il y en a 0? Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, 4? Et une autre approche donc, pour nous, c'est d'essayer de tout prendre d'un point de vue global, d'essayer d'un peu tout centraliser et ensuite d'entraîner des réseaux, d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Et la méthodologie qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Eren, dès qu'il pourra un peu nous rejoindre sur cette discussion, c'est une approche donc, qui veut un peu réunir donc, les différents patients. Alors, comment faire? Donc, il présente un nombre variable d'images. Donc, les patients qui auront moins d'images, on va les remplacer par une valeur neutre, donc une image avec un fond noir, par exemple, et essayer d'obtenir voilà, un vecteur d'une taille fixe pour tous les points de données, pour tous les patients, du coup. Et après, l'idée va être d'essayer d'extraire des features à partir de ça. Plusieurs méthodes manuelles et jusqu'à arriver à une arme un peu plus efficace qui est le deep learning. Alors, comment essayer d'extraire des features à partir des images? Eh bien, il existe plusieurs technos, plusieurs architectures de réseaux neuronaux, comme on les appelle, dont l'auto-encodeur, qui va être une succession de convolutions qui vont essayer de déconstruire l'image et de la reconstruire à partir d'un espace restreint. Et donc, c'est la première méthodologie, la première approche qui a été tentée et que Irène vous montrera peut-être par la suite. Donc voilà, première étape, entraîner ce type de réseau, essayer d'extraire des features à partir d'images. Et après cela, alors des images évidemment, parce qu'on a un énorme vecteur, une suite d'images avec plusieurs dimensions. Et une fois ces features extraites, les rattacher au patient, continuer un peu le feature engineering sur les différentes données qu'on a, et essayer bien de trouver des corrélations, voire essayer de reprédire un peu la gravité de la maladie ou le risque de décès depuis ces paramètres-là qui ont été extraits. On attend encore Eren du coup pour approfondir. Est-ce que Irène, tu as réussi à résoudre un peu ton souci? C'est mieux en ce moment? C'est mieux? C'est pas vraiment mieux. C'est pas mieux un peu? Non, il faudrait prendre un autre support Eren dans l'idéal, mais si jamais tu n'as que ça, on va essayer. Mais c'est juste C'est difficile de t'entendre. comment maintenant? Ça va mieux, ouais. C'est un petit peu mieux Ça là. va mieux? Ok. Ok. Euh, voilà, on est en train de développer notre pipeline. Pas qu'il y a une seule méthode, comme Axel l'a dit. On essaye, on a fait un grand brainstorming et on a décidé d'évaluer différentes méthodologies. Mais comme des auto-encodeurs, même des transformers, et toutes les interprétations des images, mais on a quelques questions avant pour lancer cette méthode. Donc, on est en train de préparer le pipeline. Donc, une première chose importante, c'est en fait, on veut interpréter le micro-environnement, spécialement, je crois, de présence intratumeur et extratumeur de HPV, de virus, et l'immunoresponse contre ces virus et comment ça fait la progression de maladie. C'est ça. Donc, si on peut être vérifié pour ça aux premières étapes.
Donc voilà, la première chose qu'on veut apprendre, c'est comment on va définir si la maladie est dans un état grave ou pas, parce qu'il y a des personnes qui sont jeunes, qui a une score de OM bien, mais qui a un peu de survivabilité. Il y a des gens avec de graves état de OM, mais ils ont décédé. Donc, il y a plein de petites questions comme ça. Donc, si on peut apprendre quelques informations sur ça, comment on peut dire cette personne est considérée comme une état terminal, donc il faut chercher il faut les considérer donc son biopsie doit être annotée comme une état grave. Ok. J'ai entendu que vous aviez des questions encore peut-être sur... Aux premières étapes, en fait, on voudrait connaître, on a lu le papier qui est mentionné en bibliographie. Donc, c'était un peu difficile pour nous comme c'est une discipline totalement différente pour comprendre les papiers. Donc, évidemment, vous pensez qu'il y a une corrélation entre le prognostic des maladies avec HPV. Au premier, si c'est prouvé, donc vous expectez ça 100% ou c'est une question au premier? Alors, j'ai pas bien compris la question en fait. Excusez-moi. En fait, au premier, par exemple, le but de challenge, c'est d'interpréter le présence de HPV Exactement. intratumeur et extratumeur dans Ouais. l'environnement de tumeur. Ouais. Et première question, on a lu les papiers, votre papier et des autres papiers référencés, donc, mais on n'est pas bien compris si c'est prouvé ou pas. Donc, c'est une question où c'est Alors, vraiment, il y a un effet, s'il y a un effet, si c'est un effet positif ou négatif. alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je comprends le contexte. Ce qui est sûr, c'est que il y a des cancers qui sont plus ou moins agressifs, donc des pronostics qui sont plus ou moins péjoratifs. Et ce qu'on ne sait pas, c'est les facteurs qui les déterminent. Et donc, tout l'objet du challenge, c'est aller regarder sur la base des données mises à disposition par l'équipe du professeur Badoual, quels sont les déterminants qui peuvent expliquer le caractère plus ou moins péjoratif d'un pronostic pour un cancer HPV induit. C'est ça le sujet. Donc, ça veut dire que c'est large. Les déterminants, ils sont, en tous les cas, ils sont à rechercher dans une base qui est anatomo-biologique, enfin, même clinico-anatomo-biologique. Et il faut réussir à trouver des corrélations entre les informations qui vous ont été données et la sévérité de l'outcome. Et donc, pour vous, il y a deux éléments. Il y a d'une part mettre en place un algorithme qui permet de correctement rapporter les données d'entrée, c'est-à-dire les données clinico-anatomo-biologiques, à une sortie qui est la sévérité du pronostic, donc mesurée par la survie. Donc ça, c'est déjà une très bonne première étape. Bon, même un algorithme en fait aveugle, ça serait déjà très bien, puisque aujourd'hui, les praticiens sont démunis, ils disposent de plein d'informations, mais ils ne savent pas inférer le niveau de gravité, l'agressivité du cancer. Et le deuxième élément, qui est évidemment le plus attendu, mais déjà, si on a un premier élément, c'est pas mal, c'est de faire un peu de feature engineering pour savoir comment est-ce que
la décision prise par un algorithme, en tous les cas la classification opérée par l'algorithme, comment est-ce que cette classification est faite, sur la base de quel feature. Et donc aujourd'hui, globalement, on ne sait pas interpréter les informations clinico-anatomobiologiques pour inférer un degré de sévérité du cancer. Pour moi, le premier indicateur, c'est mieux de notre perspective, c'est des TNM. Ça explique mieux, je crois, pour comprendre l'état des maladies à temps de biopsie, je crois. C'est TNM, ils ont lié à biopsie, je crois. Donc, c'est Ouais. lié à date de biopsie. Donc, c'est Ouais. pas les dernières nouvelles. Donc, on peut prédire le personne vivait jusqu'à quand après ces biopsies. Donc, les images, bien sûr, ils ont atteint des biopsies aussi. Donc, une des choses qui était difficile pour nous, il y a des personnes qui ont de 80 ans, etc. Donc, par exemple, c'est normal, je crois, scientifiquement, pour expecter d'eux d'avoir un peu moins de survivabilité parce qu'ils ont moins faible et aussi c'est 82 ans, etc. Donc, par exemple, les cohortes comme ça, ils font les challenges trop difficiles de déterminer une pipeline. Voilà, attendez, si bien sûr vous êtes en mesure de dire, bah, au fond, la classification TNM, elle est parfaitement corrélée au pronostic, au fond, les équipes s'embarrassent même plus d'anapath. C'est-à-dire qu'à partir d'anapath, on sait diagnostiquer le cancer, c'est-à-dire est-ce que les cellules ont franchi la membrane basale ou pas, et puis si c'est le cas, et la classification TNM, c'est suffit, c'est très bien, mais ça, il faut le prouver. Et le fait est que le TNM aujourd'hui n'est pas un indicateur suffisamment fin pour inférer l'agressivité du cancer. Ok, bien compris, bien compris. Mhm. Une autre question, c'était sur la définition des OMS. On a Ouais. marqué qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des bons scores des OMS, mais ils ont... juste une autre question, le décès, c'est toujours à cause des cancers, oui, on est sûr à cause de ça. Quand c'est marqué décès, c'est à cause de ces cancers. Pardon? Ce décès, c'est toujours à cause des cancers, oui. Parce qu'il y a des gens qui ont plus que Alors, 75 c'est une ans. bonne question. Par souci de commodité, étant donné aussi l'âge des patients, etc., on va extrapoler le fait que, en effet, le décès est lié au cancer. Ok. La perte de vue est un décès, qu'un décès que... Alors, ça, c'est toujours le sujet. Hein. Vous faites du suivi de cohorte de patients. Il y a des patients, il va y avoir un effet de censure à un moment. Il y a des outils statistiques pour mitiger ça. Mais là, l'hypothèse raisonnable, c'est de dire que les patients qui sont très suivis, très machin, etc., sont décédés. Et donc, une autre question, c'était sur les OMS. Donc, il y a des personnes qui ont des très bons scores des OMS et ils ont un peu de survivabilité ou d'agressivité de tumeur. Mhm. Et vice-versa, il y a des gens qui ont des trop mauvais scores de OMS, mais ils ont une bonne survivabilité. Donc, ce genre de trucs, ils font les 5, 6, 10 cohortes pour une dataset de 40, c'est-à-dire il n'y a que 2-3 patients par cohorte, statistiquement déterministique ou statistiquement cohérent. Donc, c'était une question. Par exemple, OMS, c'est vraiment un bon indicateur défini comme agressivité ou... Écoutez, là, on se heurte aux limites de mes compétences puisque je ne connais pas, moi, précisément l'oncologie des cancers ORL HPV induits.
Mais le sujet, c'est que précisément, les indicateurs dont on dispose aujourd'hui sont insuffisamment qualitatifs pour inférer de l'agressivité. Donc, quelque part dans les données qui vous ont été mises à disposition, cette information existe et l'idée, c'est de la dévoiler. Ok, bien compris. Merci Eren, merci Mehdi. Je ne sais pas s'il y avait dans l'équipe d'autres questions, Axel, mais c'était peut-être les trois seuls. Oui, non, c'était les seules questions pour le moment qu'on avait avec Eren. Ok, bah merci pour les réponses. Je vous en prie. Avec plaisir. Et du coup, peut-être que la présentation de Joseph soulèvera d'autres questions aussi, si jamais pour certains, vous avez la possibilité de rester un petit peu. Merci Pascal de nous avoir rejoints. On termine avec les questions et les présentations sur le challenge 1. Et puis, s'il y a des questions du coup pour le challenge 2, on y répondra juste après. Si tu peux rester encore un petit peu avec nous. On va assumer que c'est un oui. Tu me parles à moi Non, je parlais à Pascal, savoir si tu pouvais rester un petit peu, juste pour dire qu'on est toujours un tout petit peu plus long forcément, parce qu'on commence par le challenge 1 et les participants du challenge 2 arrivent toujours par définition en seconde position, ce qui est un petit peu plus long pour eux, mais voilà, s'assurer qu'on ne les oublie pas et qu'on arrive vers eux juste après. Oui. Pas de problème. Super. Du coup, Joseph, je ne sais pas si de ton ou votre côté, tu es dispo pour lancer la présentation que vous aviez Oui, bien réalisée. sûr. Alors, c'est une première présentation. Et surtout, est-ce que tu as la possibilité de la lancer? Parce qu'a priori, je t'ai nommé animateur, donc normalement, il est possible de le faire. Alors, attends, et il faut que je laisse la main. Alors, il faut juste désactiver le partage d'écran. Oui, tout à fait. Hop, normalement, on peut partager à plusieurs, donc ça devrait être... Ah ouais, merci beaucoup. Hop. Du coup, voilà. Alors, la présentation, elle sera peut-être un peu dans le désordre, puisqu'en fait, il y a des diaporamas qui sont à la fin, puisque en fait, dans notre présentation de notre école, on n'avait que 8 minutes. Du coup, on a dû, on va dire, aller à l'essentiel. Et du coup, il y a certains diaporamas qu'on a mis après la conclusion, s'il y avait éventuellement des questions. Du coup, voilà, donc le but est le cancer de l'oreille et la survie du patient. Et on a utilisé des modèles de deep learning. Alors, on a utilisé les données qui ne sont pas mises à jour. On a oublié d'intégrer les données que vous avez mis à jour, en fait. Donc là, pour l'instant, dans le diaporama, on a mis un petit contexte. Donc, c'était pour rappeler un peu les enjeux. Est-ce que tout le monde voit bien, les diapos qui sont partagés? Non, moi, je ne les vois pas. Ah, vous ne voyez pas? OK. Non. Non, on voit encore le même écran. C'est encore l'ancien. Ah, OK. Vous êtes en train de partager votre écran. Okay. Je vais arrêter. Alors, je vais arrêter le partage de mon côté. OK, hop. Et là, je vois. OK, parfait. Vous voyez tous? Je pense que OK. Alors, voilà. Ouais, c'est bien. Du coup, on a rappelé le contexte, pardon. Donc, on a mis quelques chiffres épidémiologiques. Donc, le cancer de l'ORL, c'est 600 000 cas dans le monde, 13 000 cas par an en France. Et que le cancer ORL à papillomavirus humain, donc il y en a 150 types, 40 qui peuvent affecter l'homme, 70% des personnes qui sont sexuellement actives qui sont exposées. Et donc, c'est supposé responsable de 30% des cancers ORL. Donc voilà, donc ça, on a mis les enjeux un peu de ce concours, on va dire. Donc il y a des enjeux de santé publique, donc économiques, personnels évidemment, diagnostic et recherche et épidémiologique. Donc voilà, donc ça c'était un peu la problématique. Donc là, ce qu'on a fait en fait, c'est que on avait 43 patients. Et en fait, on voulait, donc la valeur cible, donc la target était l'overall survival du patient. Donc, on a fait en fait ce qu'on appelle de l'EDA. Donc, en fait, on a essayé de représenter la distribution des OS
On voit que la médiane est assez élevée, en fait, qu'elle est à peu près à 60 ans. Du coup, on s'était dit, en fait, qu'à la fin de notre algorithme, peut-être que la prédiction des OS allait être un peu compliquée, puisque vu qu'on a des patients qui sont assez âgés, on allait avoir des OS qui allaient vachement fluctuer. Du coup, on avait des images brutes. Et en fait, on nettoyait les images qu'on a fait, on a pris le fluorochrome d'intérêt. Et après, en fait, donc, chaque image est, grâce à Nicolas, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a associé chaque image à chaque donnée de type cellulaire. Donc, les images de celle 1 allaient avec, euh, avec l'identifiant du patient et ainsi de suite. Et après, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un modèle de deep learning. Donc, en fait, on a tout simplement utilisé un premier modèle qu'on a construit sur la base d'une revue scientifique qui s'appelle CoufNet, qui avait 5 millions de paramètres. Et puis, en fait, et puis, ça nous donnait une MAE, donc une mean absolute erreur, qui était assez haute, on va dire, de 25. Et du coup, en fait, pour diminuer cette MAE, donc réduire en fait l'erreur moyenne, on a utilisé du transfer learning. Et ce transfer learning, on a utilisé Inception V3, Inception ResNet V2 et DenseNet. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'à la fin, quand on a fait une couche de prédiction avec un neuroddense à activation linéaire, que c'était Inception ResNet V2 qui était en fait le plus performant, on va dire. Et en fait, lorsqu'on regarde notre base model par rapport à notre modèle entraîné, on voit que notre modèle entraîné prédit mieux, puisque là, la base model, en fait, ça suit une loi normale, ce qui n'est pas du tout corrélé à la réalité, puisqu'en plus, on avait des OS, on avait un grand trou au niveau de l'OS de 40, alors que lorsqu'on voit notre modèle entraîné, on voit que ça suit plus un modèle exact par rapport à la réalité de nos OS. Maintenant, lorsqu'on utilisait notre modèle de base, on voyait que les box plots de l'OS prédit par rapport à l'OS vrai, elles étaient très étalées. Donc, en fait, on voyait que pour une OS prédit, on pouvait prendre que pour une OS vraie, il y avait plusieurs valeurs de l'OS prédit qui pouvaient exister. Du coup, en fait, avec notre train model, donc du transfer learning et du fine tuning aussi, j'ai oublié de le préciser, les box plots étaient beaucoup plus compressés. Du coup, notre modèle était plus précis. Et on peut voir que l'erreur absolue, en fait, pareil, que les box plots de l'erreur absolue étaient beaucoup plus compressés par rapport à notre modèle de base. Et du coup, on arrivait, par rapport à un modèle bête, en fait, à une MAE qui était environ de 15. Et du coup, là, en fait, on avait utilisé que les jeux des images. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a pris que les images pour essayer de prédire des OS. Et on a omis, en fait, on voulait, on a manqué de temps, en fait, pour Jeddah, d'utiliser les données cliniques. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un XGBoost, en fait, avec les données cliniques pour savoir quelles étaient les variables qui étaient plus importantes. Et après, en fait, donc là, évidemment, avoir le temps, c'est de faire un modèle à 2 inputs qui mêle les données cliniques et les données avec les images. Et enfin, après, on a utilisé aussi. Donc voilà, donc ça, c'est un peu ce qu'a fait Nicolas, en fait, donc un peu le côté de data ingénierie. Parce qu'on avait 6 dossiers d'images, un dossier est égal à un marqueur, un train et un test qui étaient mélangés. Avec les images, un train et un test CHV. Il a fait une compilation de data frame pour l'entraîner sur TensorFlow avec nom du fichier image associé à la valeur cible. Et en fait, donc, pardon, là je reviens un peu en arrière. Donc, lorsqu'on utilisait Inception ResNet V2, on voit bien que notre modèle train, il a très bien entraîné puisqu'il a un R carré à peu près de 0,85. Ça suit à peu près un modèle qui est linéaire. Donc, en fait, il a vraiment appris quelque chose. Maintenant, sur notre jeu de validation, il est à 0,28. Et on voit aussi que ça fluctue beaucoup sur l'OS prédit de 40 ans, ce qui est assez normal, en fait, puisqu'on a un trou de données au niveau de… On a vachement de valeurs manquantes dans notre modèle lorsque l'OS est à 40. Et en fait, on a aussi fait une GradCam en fait pour voir ce que notre modèle, notre algorithme analysait pour apprendre. Et on voit en fait que plus les images sont nettes, plus, bon, évidemment, il apprend.
Et c'était surtout l'image en fait qui est avec une erreur absolue supérieure à 10 avec une OS de 65 et une prédiction de 44, donc celle qui est tout à droite en haut. On voit qu'elle est nette et pourtant qu'il y a une vraie erreur qu'il y a une erreur absolue qui est assez importante. Et du coup, on s'est peut-être dit qu'en fait, c'était que même si, qu'il prenait peut-être plus en compte ce qu'il y avait à l'intérieur de la cellule, puisque quand même l'image et la forme est assez nette, donc peut-être qu'en fait, il se base sur les noyaux des cellules pour prédire l'OS. Et du coup, voilà. Et à la fin, en fait, du coup, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire un modèle à 2 inputs, en fait, avec, comme j'ai Les dit, données tabulaires, ouais. voilà. Bravo, c'est intéressant. Désolé, Euh, un peu dans le désordre. Non, non, c'est intéressant. C'est sûr que toutes les informations qui permettront de préciser la façon dont le modèle infère sur la base des images, bah, ça, c'est des informations très précieuses pour les équipes médicales. Ensuite, XGBoost, ça marche pas mal sur les données tabulaires. Je crois qu'il y a un modèle assez parcimonieux sur des données tabulaires assez sparses et en volume assez limité. Il y a un modèle qui a été open sourcé par Google. Je pourrais vous dire des bêtises, mais je crois que ça s'appelle Tabnet. Et si ce n'est pas le cas, revenez vers nous pour qu'on puisse vous en dire davantage, parce que ça marche pas mal. Ça vous dit D'accord. quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Non, pour l'instant, Damnet, ça, moi, ça me dit rien en tout cas. Je crois que c'est Tabnet, ouais. Et si Oui, c'est pas ça, revenez vers moi et je retrouverai la ref. on Ok, a travaillé chez DataTG avec Tabnet avant. Ah, Donc, voilà. mais bien sûr, là aussi, en contexte de Tabnet, on ne peut pas fuser deux images. C'est encore dans le contexte tabulaire en Tabnet. Euh, c'est basé sur Transformer Tabnet. Euh, mais évidemment, je crois qu'il faut infuser les deux données ensemble, c'est-à-dire Hmm. faire une diagnostic orthogonale des images tabulaires. Même avec Tabnet, ça paraît un peu moins d'intérêt de notre côté. Mhm. C'est ça. Ce que Irène veut dire, c'est que Tabnet est vraiment fait que pour gérer la donnée tabulaire, pas image Oui, plus. oui, bien sûr. Je sais bien. Là, mais l'idée, c'est de pouvoir éventuellement mixer Bien sûr, bien sûr. Et donc, les... Ouais, juste pour dire que quand on mixe en fait les deux inputs, on ne peut pas avoir deux architectures si différentes l'une ouais. à part de l'autre. Parce que Tabnet a un mécanisme d'attention. Donc, Tabnet peut être très intéressant parce qu'il va vous donner justement l'interprétabilité des données que vous allez lui donner. Il va vous dire quelles variables ont été utiles. Bah, Ça- écoutez, c'est pas déconnant, à la limite, de faire voilà, tourner Tabnet c'est sur quelque les chose, données voilà. cliniques. Hein. C'est quelque chose de très intéressant, mais qu'en fait, faut refaire à la main pour le mixer à l'image. Voilà, juste pour... Mm. Bah après, enfin, je pense qu'on va, enfin, je sais pas, on allait essayer de voir avec TensorFlow en fait s'il n'existait pas, enfin, parce qu'en fait, on a vu qu'il existait des modèles qu'il existait en fait des modèles pour faire deux inputs. Il y a certaines librairies. Du coup, on s'est arrêté là, il fallait un peu se renseigner. Mm. En fait, par exemple, le gravité d'une tumeur peut être visible en- dans les biopsies d'images opticales, mais par exemple, ça peut être directement à cause des consommations de tabac. Euh, et donc, interpréter les deux choses orthogonalement, pour nous, ça paraît sera pas beaucoup d'intérêt pour interpréter l'effet positif ou négatif de présence de HPV dans le micro-environnement. Donc, tumeur peut être un état grave parce que la personne est âgée ou il consomme tabac. Donc, c'était notre perspective a priori. Mais je ne sais pas si vous pensez que c'est comme vous préférez. Mhm. Ok.
Bon, en tout cas, très, très bien, intéressant. Ouais, bah, et en fait, on s'était dit aussi qu'il fallait peut-être. En fait, là, on a utilisé une régression linéaire et on s'était dit, en fait, peut-être que ça aurait été intéressant de faire une classification, en fait. Donc, on fait des classifications d'OS pour voir si notre prédiction, en fait, était peut-être pas mieux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on allait faire des catégories d'OS, donc par exemple de 0 à 10, 20, 40, 50, 60, etc., pour voir s'il n'y avait pas un modèle qui était peut-être plus intéressant. Mm. Ok. Ok. Et du coup, ça nous permettait, en faisant des classes, de prévoir une survie longue ou une survie courte. Mhm. Ok. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, c'est des informations qu'on va pouvoir partager du coup avec les équipes Mm. médicales qui visiblement n'ont pas pu se libérer malheureusement. Mais on leur envoie ça dès demain. Et voilà, s'il y a des commentaires ou des choses, des axes vers lesquels avancer, on vous en fait le retour très très vite. Il y a des questions peut-être encore de votre côté? Je vois que Julien est arrivé sur le challenge G2 ainsi que Pascal. Merci. A priori, on était bon sur le challenge 1 pour les deux équipes qui étaient présentes. Mhm. Super. Ouais, ça me paraît bon pour nous. Très bien. Bah, écoutez, vous êtes évidemment les bienvenus pour rester sur les discussions du challenge 2 si vous avez le temps. Sinon, bah, écoutez, on vous fait ce retour rapidement. Et du coup, pour ceux qui resteraient pas, on vous souhaite voilà, bonne fin d'année et bonne fête tout court. Et donc, on vous attend pour le 12 avec les éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure pour le rendu. Mhm. Ok. Effectivement, on doit se libérer. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses et on vient vers vous s'il y a d'autres questions. Et pareil, bonne fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Salut. Alors, Merci, bonne restez fête. bien là. Pascal et Julien, bonsoir. 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 Merci d'être là. Du coup, bah, écoutez, on voulait en profiter pour refaire un petit point. Alors, Pascal, peut-être on refera ce petit passage, je dirais, sur les modalités d'évaluation, de documentation et d'évaluation dans un second temps. On a également posté de notre côté la notice qui revient sur les modalités un petit peu, les formats de ce qu'on attend sur le final. Voilà, sur une publication sur Git, un petit poster et une petite vidéo de 2 minutes qui explicite un petit peu la façon dont le travail a pu avancer. Donc ça, c'est pour la forme. Et sur peut-être le fond, profitons de la présence de Julien qui nous fait la gentillesse d'être là pour voir un petit peu si vous avez un petit rapport d'étape à nous faire rapide et informel, comment sur la dimension peut-être un peu plus particulièrement ontologie, voilà, il y a des choses qui se posent encore comme question. Moi, je peux faire un petit préambule et une petite mise à jour aussi sur les échanges avec le centre de gestion de terminaux de santé qu'on a pu avoir pendant un petit moment et qui souhaiterait du coup prendre le temps d'un échange avec aussi bien Osiris que GeoCancer pour voir un petit peu ce qu'il y aurait à faire. Alors eux vont rentrer dans une possible séquence, je ne sais pas si on peut aller parler d'une séquence de travail, mais en tout cas, s'il doit y avoir des échanges ultérieurs avec eux sur ces sujets-là, pour eux, en termes de tutelle en tout cas, il faudrait que ça puisse rentrer dans le contexte du Ségur, parce qu'ils sont très liés en ce moment à ce contexte-là pour pouvoir prendre le temps de discuter et éventuellement d'avancer sur des sujets. Voilà, donc ça c'est juste pour le petit préambule pour la suite. Et puis, voilà, donc sur les informations, je dirais, qui sont à venir, mais qui ne seront pas sur le temps du challenge, ils sont également en train de réaliser une cartographie des ontologies qu'ils ont faite en interne pour eux et qui vont open sourcer normalement dans quelques mois, même si l'agenda n'est pas forcément centré sur ce sujet-là pour l'instant. Il y a pas mal de choses qui sont en train de mettre en place. Donc, le sujet de l'oncologie est un des sujets qu'ils ont envie de continuer d'aborder pour la suite, sur lesquels ils ne sont pas
totalement focus pour l'instant, mais sur lesquels ils étaient très intéressés de rediscuter avec le consortium, évidemment, pour pouvoir éventuellement progresser. Voilà pour le petit préambule. Donc, l'idée, c'est de proposer des dates pour une réunion, dans un premier temps, déjà avec GeoCancer Osiris, et puis profiter des informations qui peuvent s'échanger pour revenir peut-être vers les participants pour voir ce que ça peut signifier. Mais c'est vrai qu'on est plutôt sur une phase un peu amont là, d'un potentiel partenariat pour la suite que vers quelque chose de très opérationnel, sachant que côté environnement et base et ontologie environnement, ce qui était une des raisons pour lesquelles on les avait contactés, ils n'ont pas grand-chose dans l'escarcelle, c'est ce qu'ils nous disaient en tout cas pour l'instant. C'est un peu moins leur sujet que vraiment la dimension santé. Voilà, donc ils n'ont pas grand-chose. Et là-dessus, c'est plutôt dans l'échange avec le GD4H et eux qu'il pourrait peut-être y avoir des développements, en tout cas des échanges et peut-être des développements. Voilà pour le petit préambule. Donc, Marc, je n'ai pas entendu de quelle organisation il s'agissait au tout début. Alors, il s'agit du Centre de gestion de terminologie de santé. Ah, très bien, oui. Voilà. On en avait parlé. Très bien. Et voilà, donc, qui est sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Agence numérique santé, avec lesquels on a pu échanger. Voilà pour le petit préambule, peut-être un petit peu long, j'en excuse. Peut-être, Pascal, si jamais tu as un petit update à nous faire, ça peut être important. Oui, alors déjà, toutes mes excuses, ça ne sera pas sous forme d'un PowerPoint. Pas de souci. Je vais faire ça oralement si ça ne vous embête pas. Et malheureusement, mes collègues Sébastien, Édouard, Rachel ne sont pas là. Donc nous, on a choisi de s'intéresser au Challenge 2 parce qu'il nous parle beaucoup, à la fois parce que ma société s'y intéresse de façon non limitée, mais en tout cas à une vision beaucoup plus holistique des patients, dans lesquels les données environnementales, on le voit, sont de plus en plus intéressantes, mais aussi parce que on pense qu'il y a vraiment besoin de faire quelque chose pour améliorer la collecte, l'utilisation, l'analyse des données. Donc, le challenge tel qui était présenté était de présenter un projet qui serait un peu dans la continuité de ce qu'a fait Julien et ses collègues d'Osiris suite à leur publication d'un set de données cliniques et biologiques à des fins de standardisation pour pouvoir échanger entre centres, constituer la donnée massive et pouvoir l'analyser, y compris par l'intelligence artificielle telle qu'on l'a compris. Et donc, le challenge était dans cette continuité de travailler sur la standardisation des données environnementales open source qui représentent les facteurs de risque de cancer. Donc c'est ça à quoi on s'est intéressé. Plus précisément, donc notre projet qui s'appelle NEOS pour Neoplasm Open Source Environmental Risk Factors Standardization a pour objet de structurer et standardiser un set de données environnementales portant sur les facteurs de risque open source de l'air et de l'eau, et plus spécifiquement des facteurs biologiques, chimiques et physiques. En effet, on a choisi de partir d'une source qui est, je crois, une référence, à savoir les monographies que vous connaissez certainement de l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Et de celle-ci, on a extrait uniquement ces facteurs donc biologiques, chimiques et physiques, et on a fait abstraction des facteurs professionnels et comportementaux, puisque, à la différence des autres, ils relèvent plutôt du déclaratif en règle générale et ne sont pas disponibles, là aussi en règle générale, open source, ou alors ça serait vraiment des très très grosses mailles. Les autres étant pour beaucoup effectivement trouvables dans les bases de données accessibles et étant par ailleurs essentiellement géodépendants. Donc c'est le cadre sur lequel on a choisi de travailler. On a extrait des monographies du cirque, une bonne vingtaine de ces agents qui appartiennent tous au groupe 1, c'est-à-dire que la corrélation au cancer
a été démontré. Donc, ce sont des vrais facteurs de risque de cancer avec une évidence médicale en regard. Et donc, on a longtemps réfléchi, on a déjà essayé de savoir quelle était finalement l'utilisation de ces données, qui pour nous est un préalable. Dans Osiris, je parle sous couvert de Julien, qui m'interrompra si je dis des bêtises. Dans Osiris, l'utilisation, elle se fait d'abord au niveau du patient, bien évidemment avec une vision de constitution de base de données massive, mais on caractérise un patient sur ces données cliniques et omiques. Et donc, nous, on a cherché à savoir quelle serait la finalité de ce set de données épidémiologiques. Je ne sais plus si c'était en direct ou en indirect, je crois que c'était en direct. On avait souhaité que la question puisse être posée à Julien, ou peut-être par mail, Julien, je ne sais plus. On a compris que la finalité, c'était de l'étude épidémiologique de population sur des territoires. Donc là, on est plutôt sur une approche collective, on va dire, et les incidences ne sont quand même pas similaires à celles du set omique et clinique qu'a défini Osiris. Donc nous, on a réparti notre travail en 3 work packages. Le work package 1 étant dédié à la structuration et au vocabulaire. Alors, je demanderai après à Julien de nous éclairer, enfin moi de m'éclairer, parce que j'utilise très mal le terme ontologie. Je pense qu'il est un peu utilisé à toutes les sauces. Et on va dire, on a un work package 1 de structuration et d'ontologie, mais encore une fois, j'utilise peut-être mal ce terme. En tout cas, de définition par un vocabulaire standardisé de ce sur quoi nous travaillons, des facteurs de risque sur lesquels nous travaillons. Une partie du travail existe déjà souvent, mais on vient d'en parler. Il y a aussi des instances qui travaillent dessus. Donc, ça montre qu'il y a toujours des choses à améliorer. Le Work Package 2, il est plus sur les données, les métadonnées, tout particulièrement les variables qui définissent ces facteurs de risque, en termes de valeur, en termes de valeur seuil notamment, de durée d'exposition, en termes d'unité, en termes de durée d'exposition, en termes de périmètre de mesure, et on voit que c'est un vrai sujet. Et puis le Work Package 3, c'est les sources de données. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en regard de ces agents. Donc, on a commencé à travailler sur ces 3 sujets. Et en fait, on s'est dit qu'on allait tracer une ligne horizontale Work Package 1 à 3 en regardant ce que ça donne pour 2 premiers agents. Un agent extrait de l'air, on a pris les particules 2,5 et un extrait de l'eau, on a pris les nitrates. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On a identifié un certain nombre de bases de données. On en avait déjà pas mal. Il y en a beaucoup qui ont circulé. Marc en a mis à disposition. On a vu le travail qui est fait au niveau du ministère avec leur portail, très intéressant. On a discuté aussi avec vos collègues de Géocancer, que je revois moi ce vendredi, mais on n'est peut-être pas nécessairement dans les mêmes conditions ici que celles qui pourraient être, comme on le disait tout à l'heure, d'un patient individuel. Là, on est vraiment sur des populations. Donc, les incidences sont certainement différentes en termes notamment d'approche de la minimisation des données. En tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit à ce stade. Et puis, Édouard de Bonneuil, que vous connaissez par ailleurs, qui travaille avec nous sur ce projet, a déjà travaillé sur une prolongation. Je ne voudrais pas décrire à sa place parce que c'est très pointu, mais en même temps, ça débouche sur des choses extrêmement pratiques qui, pour nous, s'intègrent dans NEOS ou dans sa poursuite, à savoir qu'il a déjà réalisé un certain nombre de croisements entre la mortalité générale ou générale et un certain nombre des agents dont nous avons parlé, avec des cartographies qui sont, de notre point de vue, extrêmement intéressantes,
Et malheureusement, je crois qu'il n'est pas là ce soir et il ne pourra pas en parler, et je ne voudrais pas en parler à sa place. Donc voilà où on s'en trouve, on a encore du travail à faire et vraiment, on voit qu'il y a une très très forte hétérogénéité, mais qui est structurelle dans la mesure de la donnée. Et puis, il y a une dimension aussi qui est nationale. Parfois peut-être même qui peut être technologique, économique, à savoir qu'un même agent n'est pas nécessairement mesuré ou pas mesuré de la même façon d'un pays à l'autre. Alors ce que j'ai omis de dire, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de se focaliser pour l'instant sur la France, quitte à extrapoler ceci à d'autres pays secondairement. Nous avons identifié aussi un certain nombre de standards relatifs aux données environnementales. Voilà, on regarde ce que ça peut donner. Nous en sommes là et on essaie d'avancer au mieux. Et donc, on est preneur des questions, mais aussi des conseils, et notamment certainement des conseils avisés d'un Julien, d'un Mehdi et de tous ceux qui veulent bien évidemment contribuer à notre effort. En tout cas, je confirme bien que le modèle Osiris, dans sa conception actuelle, est bien orienté autour du patient. C'est un bon constat que vous avez fait, Pascal. Effectivement, ça se situe peut-être moins dans une vision agrégée que ce qui est proposé aussi du côté de Géocancer, même si les deux se rejoignent quelque part. Ça c'est pour répondre à la première question. Après, sur le fait que vous êtes parti quand vous appuyez sur les éléments du cirque, je trouve que c'est effectivement une très bonne idée. Je vais d'ailleurs fait confirmer par les personnes qui connaissent mieux ce terrain-là que moi au sein du groupe Osiris, donc ils confirment effectivement que c'est effectivement un bon axe pour développer ce travail. Voilà. Donc, c'est une première remarque que je peux faire par rapport à la présentation que tu viens de faire. Et après, voilà, oui, il faudra effectivement voir ce que ça peut recouvrir en termes d'usage derrière, même si effectivement, les Osiris ayant la volonté de la couverture nationale et internationale, ce sera forcément extrêmement important de pouvoir intégrer un volet épidémio et environnemental dans le meilleur. Merci. Parfait, du coup, je saisis l'opportunité pour évoquer aussi que le ministère nous a fourni le formulaire de retour pour pouvoir remonter aussi bien à eux-mêmes qu'aux producteurs de données, quels seraient les développements souhaitables de l'outil pour les acteurs qui ont accès pour l'instant, c'est-à-dire aussi bien les participants Epidemium que, disons, Osiris Géocancer, quel usage pourrait être fait de ça, comment est-ce qu'il pourrait être mieux pensé, mieux utilisé. Ils sont très, très preneurs et ils sont vraiment en phase encore de construction. La mission de toute première intention de démonstration, on va dire, s'achève pour eux autour du mois de mars-avril. Donc, on est vraiment dans un assez bon timing, éventuellement, pour peut-être donner quelques indications sur notamment la structuration aussi des métadonnées pour leur outil, sachant que se pose encore la question de vers quel standard, vers quelle base ils se dirigent et vers quoi ils dirigent aussi les producteurs de données, puisque tout est question aussi de faire remonter ces informations-là pour que les producteurs intègrent peut-être d'autres métadonnées qu'ils n'intègrent pas aujourd'hui. Donc, il y a je pense, un réel intérêt à essayer de contribuer sur ce formulaire-là qui sera surveillé et on peut l'espérer peut-être pris en compte. Donc ça, Alors, pardon Marc, oui, nous on serait intéressé à pouvoir discuter avec eux, à la fois pour, c'est une source d'information, leur faire remonter aussi nos observations, et surtout ce que l'on voit, je disais tout à l'heure, les choses sont très hétérogènes, mais même pour un agent donné, prenons les particules fines de 2.5, de mémoire, je pense que c'est sur cet agent
si on prend la Franche-Comté, qui est ma région d'origine, il y a un point de mesure qui est à Besançon, la capitale. Alors, vous imaginez que si on est sur la zone industrielle de Besançon ou si on est sur les hauts plateaux du Jura, la mesure des particules fines, mesure à Besançon n'est absolument pas extrapolable au chalet des Hauts du Jura. Et donc, ce sont des vrais sujets. Et il faut, à mon avis, faire attention aux nombreux risques de biais qu'il peut y avoir dans l'interprétation de données ponctuelles avec un point de mesure sur des territoires trop larges. Donc, on a dans notre tableau en cours de préparation une colonne sur justement ce qui est le périmètre de mesure pertinent, à la fois par rapport à ce qu'on mesure, mais aussi par rapport aux sources d'information. Et c'est ça qu'on aimerait aussi pouvoir discuter avec le ministère. Oui, c'est très clair. Et autrement, à Paris, c'est relativement homogène quand on est dans l'ensemble de Paris, mais là aussi, quand on habite en bordure du périph' ou quand on habite en bordure de Seine, voilà, ce genre de données environnementales n'a certainement pas la même portée. Et on peut faire des tas de biais si on ne caractérise pas le plus possible ces données. Voilà, et c'est quelque chose, nous, qui nous intéresse depuis le début. J'ai remis là dans le chat, dans la discussion, à la fois l'adresse IP qui, comme vous le voyez, n'est pas très sécurisée, mais encore une fois, c'est un espèce de pré-alpha qui ne sont pas trop inquiétés de la sécurisation de l'URL, et le formulaire de feedback, du coup, qui est accessible avec deux entrées, je dirais aussi bien celle participant Epidemium que celle, du coup, pour les institutions de recherche qui voudraient en faire. Même si, encore une fois, hein, l'outil, on le voit, est très préliminaire dans sa forme, dans son design et dans la quantité de bases qu'il agrège. Il y a 140 ou 120 bases de données pour l'instant, voire des liens vers des bases de données. Voilà, c'est encore quelque chose qui nous semble très préliminaire, mais voilà, comme j'évoquais, il y a certainement un intérêt à échanger un petit peu plus avant avec eux, et on poussera une discussion courant du mois de janvier, dans la mesure de la disponibilité de chacun, bien entendu. Très bien. Donc voilà on s'en trouve. Je ne sais pas si Mehdi, qui participe aussi, je crois, des commentaires, des suggestions qu'on est. Non, les suggestions, je n'ai pas particulièrement de suggestions, mais j'ai écouté avec attention. C'est un sujet sur lequel voilà, je suis un moins bon sparring partner que sur les questions que je connais mieux d'IA, de data, de modèles de learning. Alors, nous, on aime bien aussi l'IA. Simplement, on s'est dit... Alors, on a réfléchi, est-ce qu'on pouvait... c'est une question, est-ce qu'il fallait impliquer une école d'IA, etc. On se trouve, nous, très en amont, et on a voulu vraiment coller au plus près au challenge. C'est parfois un peu moins, comment dire, un peu moins sexy, mais ça nous semble potentiellement à très forte valeur ajoutée. En tout cas, une étape absolument indispensable, comme d'ailleurs ce travail qu'a fait Osiris, afin de pouvoir travailler sur des données qui soient pertinentes. Et nous, ce n'est pas simplement des données massives standardisées, c'est aussi la pertinence de ce que l'on mesure. Et ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est une difficulté supplémentaire. Donc, on se trouve, nous, très en amont de l'IA, mais on est bien sûr intéressés demain aussi aux approches analytiques sur de la donnée massive environnementale, à la condition qu'elle soit effectivement standardisée et pertinente. Écoute, vraiment... Vas-y, Julien. Non, vas-y. Non, je n'allais pas apporter un truc fondamental, mais vas-y. Je rebondirai. Non, je disais que c'est vrai que nous, par rapport à l'analyse des data, nous, on se situe vraiment très en amont avec cette stratégie-là. C'est-à-dire que notre objectif, on sait qu'aujourd'hui, ça devient fondamental de pouvoir partager des données dans des espaces multicentriques. Effectivement, il y a une grande difficulté au niveau des établissements de santé de pouvoir partager ces données dans les formats communs. C'est l'objet finalement de cette démarche, et l'intégration de ces données environnementales en fait partie. Et évidemment, au-delà de ça, quand on parle d'IA, pour faire de l'IA, il va falloir aussi pouvoir
aller sur le federated learning, par exemple, et pouvoir effectivement utiliser des nœuds qui vont pouvoir proposer, exposer des informations qui seront normalisées, standardisées selon des référentiels communs. Donc, c'est vraiment là tout l'enjeu qu'on essaie d'adresser à travers des juristes, c'est justement d'arriver à construire les fondations qui, demain, faciliteront la généralisation des techniques, notamment federated learning. J'ai dire quelque chose, alors pas de cet ordre, mais pour indiquer qu'en effet, moi, il me semblait que c'était les questions d'IA sont très avales par rapport au sujet qui est là. Et Oui. alors, moi, il se trouve que j'ai travaillé sur le projet de Federated Learning qui s'appelle HealthChain, qui a mobilisé autour de la startup Hawkin, la PHP, l'Université de Paris, etc., avec des premières preuves de concept très intéressantes. Je ne peux pas vous en dire plus, mais avec vraiment sur des cancers très compliqués, fréquents, dans lesquels le federated learning fait mieux qu'un learning centralisé, ce qui n'est pas évident. Et deux, avec des éléments d'interprétation par l'algorithme, donc d'extraction de features qui n'étaient pas connus des praticiens, mais avec une vraisemblance, on va dire, physiopathologique. Bref, donc en effet, ça fait partie des techniques de privacy et preserved learning qui vont se développer, mais il faut qu'elles aient un carburant et effectivement, comme tu disais, Julien, tout ce qui relève du processus de standardisation, le data cleaning, l'interopérabilité des données dans un processus federated learning, c'est 80% du boulot. Et donc, s'il y a des choses qui permettent de faciliter la tâche de data management, de data wrangling, c'est absolument essentiel. Super. Parfait. Je profite encore peut-être de ta présence, Julien, pour valider l'intérêt de partager un set comment dirais-je, d'ontologie, dirons-nous, qui provient d'obeofoundry.org. Je ne sais pas si tu connais cet objet-là. Si je connais la référence. Ouais. Ok. J'ai trouvé quelques éléments qui pourraient peut-être être d'intérêt. Je pensais notamment à Duo, qui permet de taguer sémantiquement les datasets avec des niveaux de restriction en fonction de leur usage, en fonction de les rendre utilisables basés sur l'autorisation, niveau d'autorisation des utilisateurs. Je trouve que ça peut peut-être faire sens par rapport aux questions de données géographiques et les problématiques juridiques qui avaient été soulevées par notamment l'intervention de Jonathan et d'autres, bien sûr. Je pensais également peut-être à Disease Driver Ontology, qui est un peu sur par les triggers de Human Disease, basé sur l'ontologie EXO, sur les exposure stressors. Alors, je le traduirai très très mal, mais peut-être facteur d'exposition, exposome en tout cas, construit en collaboration avec Envo, EXO et Ecto. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est des bases qui, toi, te semblent intéressantes à partager? A priori, ça me semble être potentiellement le cas. Est-ce que tu confirmes que ça rentre dans le scope un petit peu des choses indirectement, hein, j'entends, avec lesquelles vous êtes amené à avancer ou pas trop? Alors sur la deuxième référence que tu as citée, je connais moins, mais par contre, sur la Obeaufoundry, ouais, on a déjà regardé cette documentation-là. Effectivement, celle-là, oui, peut complètement être versée. Ok, il référence pas mal de modèles, que ce soit sur des modèles d'écosystèmes ou des expositions à des traitements spécifiques. Je pense que ça ok. Du coup, ça vaut le coup de partager potentiellement cet outil-là. Très bien, donc du coup, je le mettrai en lien sur le chat et sur la documentation liée au challenge. Parfait. Voilà, je ne sais pas si c'est une réouverture, mais dans les échanges avec le CGTS, on a pu discuter notamment de leur je ne sais pas si c'est une crainte, mais en tout cas pour la personne avec laquelle j'ai discuté, ça semble en être une, sur la volonté
rapidement implémenter les ontologies liées à SNOMED CT. Ça semblait être quelque chose de très fortement poussé par le ministère de la Santé, sur lequel il y avait des interrogations, alors peut-être pas pour tout, mais sur certains aspects de SNOMED qui semblaient être assez controversés dans leur intérêt, dans leur rapport. Voilà, enfin, le type de discussion qu'on a pu voir, que je trouve assez chouette. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels vous êtes, je sais pas, en connaissance de ce qui se trame un petit peu en fond, et ça semblerait une forme de normalisation assez massive, financée par le ministère à coût de quelques millions d'euros, avec des licences à acheter. Enfin, qu'est-ce que vous... Alors, c'est pour poursuivre un petit peu, je dirais, de manière plus large l'échange que strictement challenge, mais j'étais intéressé par ce point-là. Bah, ça fait des années que ce sujet est ouvert, hein. C'est vrai que la SNOMED-CT existe. Malheureusement, sur le plan national, aujourd'hui, on n'a pas la capacité à l'utiliser de manière réglementaire, justement dû à l'acquisition de ces licences. Donc, on sait que le ministère commence à avancer là-dessus. Alors. Okay. Et tu me dis si je te connecte, parce que comme ça, je fais plus ou moins sauter la... Ah, pardon, excusez-moi. Vas-y, ouais, je discute avec une collègue, excusez-moi un instant. Donc voilà, donc nous, effectivement, oui, on sait que ça avance pas doucement, hein, ça fait déjà longtemps que ça, c'est une discussion, mais si ça semble effectivement bouger du côté des tutelles, bah, c'est très bien. C'est vrai que dès lors qu'on pourra en faire l'usage, on s'y intéressera, mais ça risque ici pour le moment. Enfin, nous, dans certains projets, comme le projet Consort, on a pu faire l'usage que de la version 3.5 de la SNOMED, qui est la seule version de ce jour qui est utilisable librement. Et ça n'est pas encore la clinical term, pas encore la CT. C'est vrai qu'on attend ça avec impatience. D'accord. Merci pour le... Mais on ne s'est pas penché dessus parce qu'effectivement, quand cette usage était restreint, pour le moment, c'était compliqué pour nous. Oui, c'est la question de l'acquisition se pose, et un rapport, justement, c'était un des grands sujets de septembre 2020 pour eux, que de produire une notice d'évaluation, justement, sur le coût et l'enjeu, l'intérêt d'acquérir potentiellement cette licence-là. Ouais. Parfait. Écoutez, moi, j'ai épuisé à peu près de mon côté les sujets. Pascal, peut-être, plutôt que de refaire la présentation, je vous inviterai à passer par le lien que j'ai posté sur Slack pour avoir accès aux éléments un petit peu plus fins sur les éléments de documentation et les productions qu'on espère que vous puissiez produire d'ici au 12, oui, avec l'idée de faire un événement un petit peu plus large, avec les comptes rendus du jury et des présentations des projets le 19. Donc voilà, l'idée c'est que tout soit bouclé pour le 12, qu'il y ait une bonne semaine de battement pour les responsables scientifiques pour étudier un petit peu les propositions, qu'il y ait des délibérations et qu'on puisse voilà, célébrer un petit peu tout ça le 19 janvier. Très pour bien. avoir les dates en tête pour tout le monde avant a priori, de se laisser, puisque je crois que personne ne nous a rejoint de plus, mais on a plutôt un bon aperçu des projets finalement, que ce soit sur Challenge 1 et Challenge 2. On est à plutôt 5 projets Challenge 1, 3 projets sur le Challenge 2, avec pas mal de croisements, comme l'évoquait Pascal, ce qui est très chouette aussi dans l'intention et dans l'idée de ce qu'on a voulu faire. C'est qu'on voit que les projets se soutiennent un peu les uns les autres, et c'est tout à fait intéressant, je crois. Voilà, donc en espérant que les productions soient satisfaisantes aussi pour un usage pour les équipes scientifiques. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à vous tous. Et puis, de très bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on va aussi mettre un petit peu en pause les événements communautaires sur 2 séquences, même si on reste tout à fait disponible en dehors. Voilà, les gens seront un petit peu moins dispo a priori. Donc, on a fait un petit sondage et on part plutôt sur ce format-là. Donc, on reste disponible sur Slack, mais pour 2 semaines là, qui viennent, on fera pas de séquence spécifique communautaire. S'il y a quoi que ce soit comme question, on reste évidemment disponible. Parfait. Super, merci beaucoup. Merci Marc. bonne fête à tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Bientôt. Merci, Paige. Marc, tu peux rester peut-être 2 minutes? Bien sûr. Alors, j'arrête